Mars, 6 heures du matin. Nous assistons à la fête du temple de Kapaleshvara dans les faubourgs de Madras. Une fois par an, on sort cet immense chariot du temple et on lui fait faire solennellement le tour de l'enceinte du grand bassin. C'est un voyage d'1 kilomètre, il faut 5 heures pour l'accomplir. Ces chariots qu'on retrouve dans tous les temples du Sud sont en bois sculpté. Extrêmement lourds, très peu maniables, ils n'ont ni frein ni direction. Ils n'ont pas d'âge non plus. On ne les a pas changés depuis des siècles. On remplace les pièces usées au fur et à mesure. À l'intérieur du chariot se trouvent des prêtres. Chaque fois qu'on s'arrête, ils bénissent les offrandes qu'on leur monte dans des paniers, des noix de coco et toutes sortes de fruits. Il y a un important service d'ordre, des policiers, des soldats et aussi des fidèles plus ou moins déguisés en boy scouts. Depuis les étages des maisons, on arrose le cortège de trompes d'eau. C'est un rite et aussi un rafraîchissement bienvenu. Des centaines de fidèles tirent le chariot. C'est un jeu épuisant et dangereux. Pour le faire démarrer, il faut un levier et plusieurs hommes. Pour l'arrêter, on jette des cales sous les roues. Le chariot glisse sur 20 mètres avant de s'immobiliser. À tout moment, on croirait que l'ensemble va verser.
Au début, on a peur. Peur de cette foule qui hurle, peur de ce mastodonte dont on se demande s'il ne va pas défoncer une maison ou écraser une grappe de fidèles. La chaleur humide, suffocante, infernale, renforce encore cette impression de transe collective où l'on se libère de tout, où les riches et les pauvres se mêlent, où les castes n'existent plus, où chaque individu s'abandonne lui-même pour se fondre dans une personne unique, une collectivité sans visage et sans nom. Nous avons été pris dans cette folie. Nous sommes rentrés dans la foule, tournant bobine après bobine, bousculés avec eux, arrosés avec eux, heureux avec eux. Un instant, j'ai cru oublier qui j'étais. Je faisais partie d'autre chose, je m'y intégrais, je m'y perdais corps et âme. Bien sûr, à Paris, devant ces images, on peut les regarder autrement. On peut y voir un Moyen-Âge indien, l'obscurantisme, l'exploitation de la crédulité, le fétichisme et l'opium du peuple. Pour nous, ce matin-là, nous avons suivi notre instinct, nos sens, notre émotion, pas nos idées.
avons quitté la foule à la fin de la matinée, épuisés, à bout de force. Pendant 5 heures, nous avions vécu d'une autre façon, à un autre rythme. Dans cette inlassable répétition des mêmes gestes, dans cette accumulation des visages, le temps avait disparu, il avait complètement cessé d'exister. Dimanche 3 mars. Nous assistons à une comédie satirique en tamil, la langue de l'État de Madras. La pièce est une attaque virulente contre le gouvernement de New Delhi, les politiciens et la bureaucratie dont on dénonce la corruption et l'inefficacité. Il faut dire que la bureaucratie est la plaie de ce pays. Héritage des Anglais, État dans l'État, elle nous a terrifiés partout où nous avons eu affaire à elle. Journées perdues de bureau en bureau, personnel innombrable et mal payé, sourire poli, regard absent, refus de prendre la moindre responsabilité, file d'attente dans les couloirs, paperasse entassée partout, documents égarés. On pense à Kafka tout le temps et on se dit que les Indiens devraient s'offrir une révolution culturelle et envoyer leurs bureaucrates au champ. Mohammed bin Tughlaq. Who wrote it? Myself. My name is Cho. L'auteur s'appelle Cho. C'est sa 13e pièce, il l'a écrite en 2 jours. Il joue aussi le rôle principal, celui de l'empereur moghol Mohammed ben Tughlaq, célèbre pour son despotisme, qui régnait sur l'Inde il y a 3 siècles. Cho a imaginé que Tughlaq revient en Inde aujourd'hui, réclame son trône et devient Premier ministre. On découvre à la fin qu'il s'agit d'un imposteur qui voulait prouver aux Indiens que leur politique est absurde. So it's a satirical play. Yes, it's a satire. It's an attempted satire. About politics in Yes, India today. Yes, politics in India. Il y a quelques années, s'est créé ici un nouveau parti politique, le DMK, qui faisait campagne pour que l'État de Madras se sépare du reste de l'Inde et devienne indépendant. Aux élections de 67, le DMK a pris le pouvoir à Madras. On a mis de côté pour l'instant les mots d'ordre séparatistes, mais le fait est significatif. L'Inde, grande comme l'Europe, est une mosaïque de peuples qui n'ont en commun que la religion et le système des castes. Les Indiens du Sud, les Tamils surtout, sont très conscients de leur particularisme. Ils sont persuadés d'être les vrais Indiens, ceux qui ont le mieux résisté aux influences étrangères, ceux qui ont conservé intactes les coutumes, la religion, la culture d'autrefois. Ils descendent des premiers habitants de l'Inde et n'ont pas ou peu de sang arien. Ils sont très noirs de peau, ce qui les fait souvent mépriser par les Indiens du Nord. À ces habitants du Nord, ils reprochent de les coloniser, de les exploiter. Un de leurs grands problèmes est celui de la langue. Le gouvernement central envisage de supprimer l'anglais comme langue administrative et de le remplacer par l'hindi, langue dominante du Nord. Les Indiens du Sud s'y refusent absolument. D'où des émeutes sanglantes, des batailles de rue qui se sont produites à Madras et ailleurs. Les étudiants sont à la pointe de ce combat. Un de leurs leaders, T.R. Janarthanan, organisateur de manifestations qui ont fait fermer écoles et universités pendant plusieurs mois, explique son point de vue. Hindi-speaking people want to impose Hindi on all. Only 30% of the population are Hindi-speaking people. Seulement 30% de la population parle hindi. 70% des Indiens ne parlent pas hindi et je ne peux pas me faire à l'idée qu'une minorité impose sa propre langue à la place d'une langue internationale comme l'anglais. L'anglais, nous le parlons depuis plus de 200 ans. C'est devenu plus ou moins la langue nationale indienne. Nous pensons qu'il est injuste d'imposer une des 30 ou 40 langues qui sont parlées dans notre pays, d'en faire artificiellement la langue nationale. Nous, les Tamils, nous nous opposons à l'hindi et nous ne l'accepterons sous aucune forme. Ce serait nous obliger à apprendre une 3e langue, en plus de l'anglais et du tamil, et ce serait nous désavantager par rapport à ceux dont l'hindi est la langue maternelle. Le gouvernement central doit penser à ça et comprendre notre problème le plus vite possible, autrement l'Inde va se désintégrer. Le gouvernement indien fait un effort gigantesque pour promouvoir le contrôle des naissances. Partout en Inde, nous avons retrouvé cette affiche de la famille heureuse à 4 têtes, 2 parents, 2 enfants.
jusque dans les villages les plus reculés. Nous sommes allés visiter le pavillon du planning familial de la foire de Madras. Une foule mélangée défile devant les photos et les chiffres, se laisse conditionner par le haut-parleur. உங்கள் குடும்பம் நன்றாக வாழ வேண்டும் அல்லவா? அதற்கு திட்டமிடுங்கள். நீங்கள் வேண்டும் போது மட்டும் Do you know, in our country, a child is born every Que dit ce haut-parleur? 1.5 seconds? Dans notre pays, savez-vous qu'il naît un enfant chaque seconde et demie, 55 000 par jour, 21 millions par an. L'Inde représente moins de 3% des terres émergées et 14% de la population mondiale. Dans 30 ou 40 ans, les Indiens seront peut-être 1 milliard. Le contrôle des naissances jusqu'ici n'a pas donné les résultats escomptés. D'après les dernières statistiques, la population continue d'augmenter plus vite que la production. Pourtant, ce n'est pas l'imagination qui manque à cette campagne. On a été jusqu'à offrir des transistors aux hommes qui acceptaient de se faire stériliser. The position of loop in the uterus. See, it is shown here. See, this is actually the loop, you see. See, this is the tube, and the conception takes place. Suppose at that time no union is there between the egg and the sperm. No conception will be there, and the egg comes and rests in the uterus, and the cycle follows. That is, menstruation cycle follows. So operation, and so in this operation, we cut the sperm, this was both sides. With the result, the sperms are not able to travel into the penis. See, this also a sterilized method. That is, once you have operation, you can be sure of no children in the future. Ici, c'est un stand de démonstration. Un jeune homme explique comment se servir d'un stérilet au moyen de dessins en relief des organes sexuels. Il n'épargne aucun détail. It contains some chemical action. And when the, pardon? it will kill the sperms. When the sperms are injected, that are killed by this chemical action. The same way we got jelly. You see, this is the paste-like structure. We got the same action takes place. We take this inside. Maintenant, il s'adresse aux hommes. Si vous voulez avoir des rapports avec votre femme, n'oubliez pas d'utiliser cet objet. Après démonstration, il va distribuer ses préservatifs d'importation russe à pleine poignée. Les spectateurs vont se les arracher, à commencer par un gamin de 10 ans qui en fait une belle provision. Only for married people. This is right inside the uterus. இது கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்கு. அதனால ஒண்ணு ஃபீல் பண்ண முடியாது உங்களால. ஃபீல் பண்றீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுங்க. அதனால நீங்க டாக்டர்களை போய் திரும்ப அது டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்க. Even after that you got bleeding or even after that you got complaint, you can easily remove the loop. See, the other method, that is the most advantage of this loop. Si l'Inde est surpeuplée, à qui la faute? Les Indiens répondent aux Anglais. Ils ont exploité notre pays, pressuré nos paysans, violé notre économie, et en même temps, ils ont apporté les médicaments. Autrement dit, ils ont diminué la mortalité infantile, supprimé les épidémies, c'est-à-dire rompu l'équilibre démographique, sans pour autant développer l'économie du pays dans le sens qui aurait permis d'absorber cet excédent de population. இதெல்லாம் உங்க அப்பா யூஸ் பண்ணுங்க என்னத்துக்கு only for married people and those who wish to plan the family. ஆறு மனமே ஆறு அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு À Madras, le cinéma est vraiment une industrie. Dans cette seule ville, on trouve 15 grands studios où se tournent jusqu'à 200 films par an. Ce sont des comédies musicales qui peuvent durer 3 ou 4 heures, des épopées historiques, des films policiers chantés, tout ce qui peut plaire. En voyant ces affiches, en les comparant aux spectacles de la rue, on se pose toujours la même question. Pourquoi dans un pays où la population est si belle, si fine, les vedettes de cinéma sont-elles presque toujours grasses, trapues, avec des visages lourds? Ils se recouvrent le visage d'un maquillage blanc et rose
qui les rend plus laids encore. C'est toujours le préjugé racial de la couleur. Pour être beau, il faut être blanc. Un studio de Madras ressemble à un studio de Paris ou de Rome, sauf peut-être les fleurs accrochées à la caméra. On ne se presse pas. Ici, le tournage d'un film peut durer 1 an. Celui-ci est une super production qui raconte les amours contrariés d'un beau musicien et d'une fille de famille accompagnée de son mentor. Voici la scène du coup de foudre. La star du film est Shrivani Ganeshan, le Belmondo tamil, immensément célèbre en Inde du Sud. Il a débuté au théâtre à l'âge de 5 ans. Il tourne plusieurs films en même temps et reçoit des cachets fabuleux. Les intellectuels indiens pensent beaucoup de mal de ce cinéma de Madras et de Bombay. Ils lui reprochent son mauvais goût, sa bêtise, ses outrances, d'être une synthèse de ce qu'il y a de plus vulgaire en Inde et en Occident. Mais ce cinéma, aussi mauvais soit-il, est le mode d'expression et le seul spectacle de tout un peuple dans un pays où la télévision n'existe pratiquement pas. J'avoue que j'ai aimé certains de ces films, leur incohérence, leur coup de théâtre, leur absence totale de psychologie et l'intervention constante des forces magiques. Ready? Camera ready? See what it is. Start camera. Jeudi 7 mars. Comme de bons touristes avides de culture indienne, nous nous offrons une représentation de Bharatanatyam, la danse classique du sud de l'Inde. Nous sommes un peu surpris par l'embonpoint de la danseuse et aussi par la présentation un peu musical du spectacle. On nous traite en touristes, et pourtant comment ne pas être sensible à l'extrême grâce des gestes, à la beauté du chant.
Lundi 11 mars. Nous sommes à quelques kilomètres de Madras, dans la Kalakshetra School, conservatoire de la tradition chorégraphique du Sud. Ici, la journée d'études commence par la prière. Professeurs et élèves chantent Dieu. Peu importe la religion ou le rite, Dieu a plusieurs noms, mais il est unique. Cette école de danse est une émanation de la fameuse société théosophique, fondée il y a plus d'un demi-siècle par Annie Besant, une Européenne qui rêvait de rapprocher l'Inde et l'Occident. C'est un monde préservé. On ne nous a pas donné facilement l'autorisation de tourner. Longtemps, les directeurs ont hésité, nous interrogeant avec une suspicion un peu méprisante. Et puis, ils ont dit oui du bout des lèvres. Il y a plusieurs cours. Nous assistons à une classe de Kathakali, la danse du Kerala, dont la tradition culturelle est différente. Le Kathakali, plus réaliste, plus proche du mime, est réservé aux hommes. Il se présente comme une grande pantomime religieuse aux multiples personnages. Les jeunes danseurs nous montrent par des exemples comment les situations et les sentiments peuvent s'exprimer dans le langage symbolique du Kathakali. Voici une abeille lutinant une fleur de lotus. L'escalade d'une montagne. La peur. Les cours commencent très tôt le matin, avant que la chaleur devienne accablante. Le Bharatanyata est une danse de femmes, plus stylisée, plus pure que le Kathakali. Pour être une bonne danseuse de Bharatanyata, il faut commencer très jeune et s'armer de patience. Ces petites filles vont travailler pendant 10, 15 ou 20 ans avant de se produire en public. Chaque mouvement du poignet, la nuance du regard, la position du pied, tous ces gestes ont une signification précise. Le Bharatanyata est un code, un langage chiffré, que non seulement la danseuse doit connaître, mais aussi le spectateur, sans quoi il ne pourra suivre le récit. L'occidental qui assiste à ces danses se sent incapable de comprendre, incapable de participer. Nous jugeons de l'extérieur en esthète, nous y voyons un spectacle, c'est une cérémonie.
சிக்கரம் பாரு அப்படி அடுத்த காலம் அடுத்த காலம் நன்னா பார்க்க வேண்டாமா மீன் இப்படி சோர்ந்து இருக்கு பார்க்கறதுக்கு கண்ணை திறந்து பாரு இங்கே அந்த மூலையில அந்த மூலைக்கு பார்க்கணும் தக்க திம்மி படிச்சிருக்காது அப்படி காமி இந்த பக்கம் பாருங்க தெரிந்தாமலும் இப்படி போயிட்டு இருக்கு போயிட்டே இருந்ததுன்னா எங்க எண்டு அப்புறம் அன்னை இங்க வலது கை கொஞ்சம் தொப்பை இருக்கும் அங்க இது இங்க இது இங்க தந்தையர் Passant d'une classe à l'autre, profanes perdus dans un monde sacré et profanes encombrants avec nos appareils, il y a quelque chose qui nous a beaucoup frappés. Personne ne faisait attention à nous. Professeurs et élèves étaient extraordinairement concentrés sur leurs exercices. Pour elles, nous n'existions même pas. C'était presque vexant. Le Bharata Nyata est la danse mère, celle qui est à l'origine de toutes les autres. On dit qu'elle est née à Tanjore, le grand temple des rois de Cholas. Les danseuses étaient attachées au temple et ne se produisaient que pour le culte. Aujourd'hui encore, malgré des apparences profanes, danser, c'est revivre une tradition, c'est retrouver un héritage, c'est rétablir la liaison entre l'instant et l'éternel.
L'école donne des représentations à travers l'Inde et aussi à l'étranger. Les élèves y interprètent de grands ballets à nombreux personnages. Mais le rêve de toutes ces danseuses est de se produire en soliste. Bien peu d'entre elles y parviendront. D'autres resteront à l'école en devenant professeurs et transmettront la tradition. On assiste actuellement à une renaissance du Bharatanatyam, presque mort il y a 50 ans. C'est peut-être l'Inde qui commence à tomber tout doucement dans le folklore. Alors cette renaissance annoncerait une mort prochaine, comme partout ailleurs où l'on recrée artificiellement les traditions anciennes. Si l'Inde oublie le Bharatanatyam, il restera toujours des étrangères pour le danser. En voici deux qui ont été admises à l'école dans un cours de débutants. On est un peu gêné devant leurs efforts à la fois touchants et dérisoires. Cette américaine et cette japonaise ont appris la technique, ou un peu de la technique, mais on sent bien qu'il manque quelque chose. Dans leur manière de danser, il n'y a ni vérité ni grâce. C'est une caricature. Regardez-les bien. Elles illustrent de façon saisissante l'impossibilité qu'il y a pour des étrangers à s'intégrer à la culture indienne. L'échec est particulièrement frappant ici parce qu'il est physiquement perceptible, mais c'est la même chose dans tous les domaines. La danseuse doit oublier son corps. Difficulté immense puisqu'on ne peut arriver à la perfection que par un contrôle absolu des gestes et une mémoire infaillible. Mais ici, nous sommes bien au-delà de la technique. On voit bien sur ces images que la danse est langage, ou plutôt dialogue. Ces gestes sont une prière, une invocation. La danse est un yoga, un des yogas, c'est-à-dire un des moyens d'aller au-delà, de passer un pont entre ici et ailleurs.
Inlassablement, nous avons filmé, plusieurs jours de suite, comme si ces danseuses étaient de fugitives images qui allaient s'évanouir. Quelque chose d'incertain, d'irréel dans l'atmosphère, vous avez le cœur serré. Cette grâce, cette beauté, cet accord parfait du corps et de la pensée, c'est un peu l'image idéale de l'Inde, celle que j'avais si peu rencontrée que je me demandais si elle existait vraiment. L'Inde mystique, l'Inde qui dépasse les apparences pour atteindre l'unité. Les Indiens du Sud aiment représenter leur grand dieu Shiva dans son incarnation de Nataraja, le danseur cosmique, celui qui ordonne les mouvements de l'univers. La danse est l'expression suprême de l'hindouisme. Voici l'Inde, une conception du monde qui nous échappe, un système social qui nous déroute, une réalité économique qui nous choque, mais aussi la grâce tâtonnante, fragile, de deux jeunes filles qui dialoguent avec Dieu. Tous les jours, nous devons travailler, le matin de 9 à 11 et souvent aussi l'après-midi. Celle-ci vient d'Assam, à l'autre extrémité de l'Inde. Elle a le teint clair, un type un peu asiate. L'autre est de Madras, c'est une pure tamile. J'ai aimé leur rire, les mines qu'elles prenaient, leur naturel, leur sérieux aussi. Je leur dis que les danseuses classiques en Europe s'entraînent également tous les jours. On me répond vivement. Nous devons nous concentrer davantage. Si vous ne pensez pas profondément à ce que vous faites, vous ne pouvez pas exprimer votre foi, votre amour de Dieu. Il faut penser, se concentrer. Unless we think of it, we know our God well. It means we can't express unless we think it deeply. L'héroïne est le personnage principal du Bharatanatyam dans les représentations en soliste, et l'héroïne toujours vénère le héros, et le héros est toujours un dieu, l'un des différents dieux de notre religion. Et chaque divinité est reliée à un temple particulier, comme Tanjore par exemple. Celui que nous avons travaillé hier était dédié au dieu Krishna, celui d'aujourd'hui au dieu Shiva. Les chants se rapportent toujours à un seul dieu à la fois. Nous ne cherchons pas à innover, nous ne croyons pas à la nouveauté. Ce que nous faisons vient de temps reculé et nous choisissons toujours des chants qui sont traditionnels.
Elles sont un peu les stars de l'école, les meilleures, en tout cas celles qu'ils deviendront. Elles sont loin d'avoir fini leur apprentissage. Cette fois, nous les troublons un peu. Elles commencent à se dissiper. Nous les empêchons de parvenir à la concentration totale sans laquelle il n'y a pas de perfection. Nous filmons toujours. Nous regardons sans fin. Le temps s'était arrêté. Nous ne voulions pas partir. Nous ne pouvions pas nous arracher. Et puis on nous a mis à la porte de l'école, comme des gens un peu douteux, qui jettent un trouble dans cet ordre parfait. On trouvait louche notre insistance. Maintenant, quand je repense à tout cela, je trouve qu'ils avaient raison. C'est vrai, nous étions des voleurs, des intrus dans un autre monde auquel nous n'appartenions pas. தோலெல்லாம் தூக்கிட்டு